Rebonjour mes chers élèves. Donc on va voir maintenant la deuxième partie concernant le cours des échanges gazeux chlorophylliens et la photosynthèse. Donc c'est ce que vous allez voir dans le diaporama suivant. Alors la deuxième partie, ça concerne la conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique chez les végétaux chlorophylliens. La chlorophylle, pour l'extraction, alors ça c'est une expérience rapide, donc c'est uniquement pour avoir la chlorophylle brute. Donc on va broyer les feuilles par exemple d'épinards dans du sable, on les écrase, on ajoute un petit peu de solvant organique comme l'alcool. Par la suite on obtient une solution de chlorophylle brute. Alors cette solution, on va séparer les pigments chlorophyllien qui existent par chromatographie. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir notre solution brute en présence de certaines substances organiques. On va séparer deux phases, une phase hydroalcoolique jaune qu'on élimine et une solution de chlorophylle éthérée. Alors cette solution, elle contient notre chlorophylle, laquelle on va la mettre dans un papier Whatman, un papier un petit peu spécial, et donc la séparation des pigments va se faire selon leur solubilité dans le solvant. Et l'expérience montre qu'on aura la succession suivante. Donc de bas en haut, on aura la chlorophylle B, suivie par la chlorophylle A, les xanthophiles, le papier Whatman, voilà, au niveau du papier Whatman, et en fin de compte, on aura les carotènes. Alors, localisation de la chlorophylle au sein de la cellule végétale, c'est au niveau des chloroplastes. Donc, on a déjà vu pour notre feuille verte, composée par des tissus, lesquels formés par des cellules, et à l'intérieur des cellules, on a les chloroplastes. Pour les légender, alors notre chloroplaste est un organite cellulaire très important. Il est formé par une double membrane, une membrane externe et une membrane interne, séparées par un espace intermembranaire. Alors à l'intérieur, on a un liquide qu'on appelle le stroma, avec des membranes thylakoïdales à l'intérieur desquelles on a le lumen, ce qui forme la thylakoïde. Chaque chloroplaste compte son anneau d'ADN et des ribosomes avec des gouttelettes lipidiques et des grains d'amidon. Alors, pour les propriétés des pigments chlorophylliens, on voit ici le spectre de la lumière blanche, visible, donc du mauve vers le rouge. Mais lorsqu'on alterne entre la source lumineuse et le prisme une solution de chlorophylle brute, on remarque la disparition de la zone du violet vers le bleu et de la zone qui vire vers le rouge. Donc, on a réflexion de la partie verdâtre. Alors, une expérience qui a été faite chez une algue filamenteuse. Alors la spirogyre, c'est l'expérience d'Engelmann. On a pris un filament de cette algue-là et on a illuminé par différents types de longueurs d'onde. À la fin de l'expérience, on remarque que les bactéries, ils se rassemblent sur les zones où il y a la couleur bleu-violet et vers la couleur orange-rouge. Ça veut dire que c'est au niveau de ces deux longueurs d'onde qu'il y a libération d'oxygène par échange gazeux chlorophylliens qui accompagne notre photosynthèse. Donc ceci prouve que les plantes chlorophylliennes absorbent le bleu, violet et le rouge. Alors, il y a plusieurs facteurs qui vont influencer ce phénomène. On a l'effet de la température et l'effet de l'intensité lumineuse. Donc, quand vous voyez pour les deux cas, la zone X, avec l'augmentation de l'intensité lumineuse à 15 et à 25 degrés, on a une augmentation de l'intensité de la photosynthèse. Mais au-delà, on a une stabilité
de l'intensité de la photosynthèse à une température de 15 degrés, mais elle continue à augmenter pour la température de 25 degrés. La zone Y, lorsqu'on dépasse à peu près les 450 UA, donc on a stabilité dans les deux valeurs précédentes, aussi bien pour les 15 degrés Celsius et pour les 25 degrés Celsius. L'effet de l'intensité lumineuse, donc également, on va alterner entre des éclats brefs et des périodes sombres, avec un changement de température. On a une courbe qui représente en 5 degrés Celsius, donc on a une photosynthèse nette qui augmente d'une façon linéaire, mais à 25 degrés, on a vers 20 millisecondes une augmentation plus rapide de la photosynthèse nette. Par la suite, elle se stabilise à une valeur maximale. Alors, pour les antennes collectrices, c'est-à-dire, comme on a vu après l'extraction de la chlorophylle et la séparation par chromatographie, on a eu la chlorophylle A, la chlorophylle B, les xanthophiles, les carotènes. Alors, c'est la chlorophylle A qui nous intéresse, c'est les centres réactionnels. Tout le reste, c'est des antennes collectrices qui vont collecter les photons et les acheminer vers notre centre réactionnel, lui-même qui va le transmettre à un accepteur final. Alors, on divise la photosynthèse en deux étapes. Une phase claire, c'est des réactions photochimiques. Donc, on commence par la photolyse de l'eau qui va être mise en évidence par deux expériences. Une en utilisant l'oxygène léger O16 et l'oxygène O18, parce qu'on avait deux hypothèses, soit cet oxygène libéré est d'origine CO2 absorbé ou bien de l'eau. Alors, lorsqu'on met le CO2 lourd et l'eau léger, on libère de l'oxygène léger. Lorsqu'on donne le CO2 léger et l'eau lourde, on va avoir libération d'oxygène lourd. Donc l'oxygène qui va être émis par les plantes est d'origine photolyse de l'eau. Pourquoi dite photolyse? Parce qu'elle nécessite la lumière, ce qui est élucidé par l'expérience de Hill. C'est-à-dire, donc on a la courbe qui montre la variation d'oxygène dégagée en fonction du temps. On va alterner par des phases d'obscurité de lumière. Alors, avant de donner le réactif de Hill, qui est normalement présente un réducteur, donc on a une valeur faible, presque constante de la valeur d'oxygène dégagée, mais en lumière et en ajoutant le réactif de Hill, on a une augmentation de l'oxygène dégagé jusqu'à une valeur maximale. Ça se stabilise en obscurité et ça remonte lorsqu'on remet de la lumière. Alors dans la nature, le réactif de Hill est représenté par le couple NADP+ NADPH2. Alors, les photosystèmes et la chaîne photosynthétique. Alors, ici, le document montre la disposition des différentes composantes en fonction de leur pouvoir redox, donc d'oxydoréduction. On a deux photosystèmes. Les deux, à la base, il y a une chlorophylle A avec une longueur de P680 et P700. Donc, si je prends le photosystème A, il présente un pouvoir, un potentiel redox d'à peu près 0,4. Pour avoir une énergie et atteindre le maximum, donc on a besoin d'absorber un photon ou des photons. Pardon. Donc ces électrons qui sont énergétiquement très importants, ils vont passer vers une chaîne d'oxydoréduction, parmi lesquelles la ferredoxine. Et cette ferredoxine va permettre de réduire le NADP+ en NADPH. Notre chlorophylle A du photosystème 1 lui manque
des électrons, elle va les récupérer à travers le photosystème 2. Donc, si je prends le photosystème 2, de même, en absorbant des photons, il va donner une énergie importante aux électrons. Il va passer par des plastoquinones, au cytochrome, plastocyanine, et donc je régénère mon électron pour le photosystème 1. Notre photosystème 2 lui manque également des électrons. Ils vont être récupérés à travers la photolyse de l'eau, et c'est ce qui va dégager l'oxygène. Alors voilà nos deux photosystèmes au niveau de la membrane thylakoïdale, au niveau du chloroplaste. Donc le plus intéressant ici, c'est la synthèse ou la production de NADPH, H+, et notez également l'entrée massive des protons dans le lumen, ce qui va créer un gradient de concentration de H+ entre le stroma et le lumen. Alors ce gradient va être utilisé pour la synthèse de la molécule d'énergie, l'ATP. Alors l'ATP, l'adénosine triphosphate, comme vous voyez, il est formé par une base azotée, l'adénine, un sucre ribose, un sucre à 5 carbones, c'est un sucre simple, et on a 3 groupements phosphates. Donc c'est la molécule d'énergie universelle. Donc on peut le synthétiser à travers l'ADP, alors l'adénosine diphosphate, plus l'énergie, plus le phosphate inorganique, on peut avoir l'ATP. Comme par hydrolyse, on peut avoir l'inverse grâce à l'ATPase qui va décomposer l'ATP en phosphate inorganique, en adénosine diphosphate et en énergie. Alors, condition de la phosphorylation, tout ça c'est au niveau des membranes thylakoïdales. J'aurai une synthèse d'ATP lorsque je donne l'ADP et PI, lorsque j'ai mes thylakoïdes avec un lumen qui présente un pH acide par rapport au milieu extérieur et la présence des sphères pédonculées. Maintenant, si on change un des paramètres, il n'y aura pas de synthèse d'ATP. Par exemple, lorsqu'on a équilibré le pH entre l'intérieur et l'extérieur du lumen, il n'y a plus de synthèse, donc il n'y a pas de différence de pH. Lorsqu'on respecte la différence de pH à l'intérieur acide, à l'extérieur basique, mais on ne donne pas l'ADP-PI, bien sûr il n'y aura pas de synthèse d'ATP. Troisième expérience, on inverse le gradient, c'est-à-dire le lumen est basique et le milieu extérieur est acide. Même si on donne l'ADP-PI, il n'y a pas de synthèse d'ATP. Alors, lorsqu'on élimine, dans le dernier cas, les sphères pédonculées, même si on respecte le gradient de concentration de H+, donc de pH, et l'ADP-PI, il n'y a pas de synthèse, ce qui prouve que ces sphères pédonculées, qui comportent une enzyme très importante, l'ATP synthase, ou appelée également l'ATP synthétase, cette dernière, c'est elle qui va pouvoir synthétiser l'ATP. Alors maintenant, la phase non photochimique de la photosynthèse. Alors l'expérience suivante nous montre, c'est une courbe qui montre la variation de la quantité de CO2 intégrée par unité de temps. En lumière, comme vous constatez, rien ne change, c'est constant à une valeur maximale, mais en obscurité, on obtient une diminution de cette quantité intégrée jusqu'à annulation, c'est-à-dire qu'on va intégrer le CO2 dans la matière organique. Alors la réduction du CO2, toujours en utilisant la radioactivité. Donc pour le premier graphique, on a 3 composés. On a le RuDP, rubylose diphosphate, donc c'est un sucre à 5 carbones. On a l'APG, l'acide phosphoglycérique, c'est un composé à 3 carbones. Et on a les exoses, exo ça veut dire 6, donc il est formé de 6 carbones. En phase lumineuse, donc on a une augmentation légère du RuDP et de l'APG en parallèle, et également
des exoses. Et en obscurité, on remarque une diminution du RUDIP et une augmentation de l'APG, donc ce qui veut dire que le RUDIP se transforme en APG. C'est ce qui est montré sur le graphique suivant. Donc ici, on a en présence de CO2 radioactif une valeur, bon, les deux valeurs sont constantes, mais la valeur de RUDIP est inférieure à celle de l'APG, donc ce qui peut être expliqué par la transformation de RUDIP en APG, accentué ici ou bien annulé par le fait qu'on a 0% CO2, ce qui fait qu'on régénère le ribulose diphosphate et on ne synthétise plus l'APG. Alors, l'expérience de Calvin qui va nous donner le cycle de Calvin, c'est à la fois l'utilisation de radioactivité et de la chromatographie. Donc, on a la séparation des différentes composés. Donc, après 2 secondes, on a la formation d'APG. Après 5 secondes, on a la formation ici des exoses phosphates. Et ici, on a la présence d'autres molécules, l'acide pyruvique, des acides aminés comme la sérine, la glycine, l'acide aspartique, etc. Alors, pour le cycle de Calvin, on commence par le RUDP, le ribulose diphosphate ou biphosphate. Donc, c'est un composé à 5 carbone. 3 molécules RUDP vont intégrer 3 molécules de CO2. Donc 3 fois 5, ça fait 15. Plus 3, ça fait 18. Mais on va les séparer en 6 molécules à 3 carbones. 6 fois 3, ça fait 18. Alors, c'est le phosphoglycéraldéhyde qui va être transformé en utilisant 6 ATP qui vont se transformer en ADP-PI et le pouvoir réducteur NADPH-H+, qui va redevenir NADP+. Alors, c'est 2 molécules qu'on a produites lors de la phase photochimique. Alors, ce composé à 3 carbones, on en a 6. 5 vont être utilisés en consommant l'ATP pour régénérer les RUDP et 1 va servir pour la synthèse des autres glucides ou autres composés, protéines ou lipides. Alors, les sources d'énergie. Donc, pour vous dire, il y a plusieurs types de sources d'énergie. Ce qu'on a vu, c'est l'énergie lumineuse, c'est pour les phototrophes, mais on peut avoir les chimiotrophes, donc qui utilisent l'énergie chimique au lieu d'énergie lumineuse. On a des êtres dits autotrophes et des êtres dits hétérotrophes. Alors, autotrophes qui sont capables de synthétiser leur propre matière organique, comme les plantes chlorophylliennes. Les hétérotrophes, comme les animaux, etc., donc ils ne sont pas capables de synthétiser leur propre matière organique à partir de la matière minérale. Et donc on peut avoir une panoplie de choses, donc des phototrophes autotrophes, des chimiotrophes autotrophes, et avec des exemples que vous avez là. Ce qui nous intéresse le plus ici, c'est normalement nos plantes chlorophylliennes avec les bactéries dites cyanophytes, qui sont à la fois phototrophes et autotrophes. Alors ici un exemple de bactéries qui sont chimiotrophes. Ils utilisent l'énergie qui sort à travers les dorsales océaniques, donc c'est sous les océans, c'est des bactéries hydrothermales et qui peuvent résister à des températures très importantes. Le reste de la photosynthèse, c'est la même chose, donc ils utilisent la lumière comme ils utilisent l'énergie qui sort des dorsales et en utilisant le soufre également. Alors, comme bilan, comme vous avez vu, voilà notre chloroplaste, 2 phases, une phase photochimique qui sert à la production d'ATP et NADPH+, grâce à notre 2 photosystèmes, notre ATP synthase qui va assurer la production d'ATP, donc résultat final c'est la production de RH2, c'est-à-dire NADPH+, et l'ATP, qui vont servir pour
le cycle de Calvin, donc pour intégrer le CO2 et avoir des composés à 3 carbones serviront à la synthèse des sucres, l'amidon, des acides aminés, des acides gras, etc. Et merci pour votre attention.